Commission d'enquête, le service public international sous les projecteurs après des révélations explosives. La séquence est édifiante. Ma première question s'adresse à vous, Madame la présidente directrice générale, Madame Saragosse. On l'a dit, vous êtes présidente de France Média Monde, la holding qui regroupe la chaîne d'information en continu France 24, ainsi que la radio RFI. Chaque semaine, vous l'avez dit, vous avez révélé les chiffres, notamment de l'année 2025, mais vos médias participent à l'influence de la France directement auprès de 270 millions de foyers répartis dans, je crois, près de 180 pays. Cependant, contrairement à de nombreux médias publics du monde, votre groupe connaît une spécificité parce que France 24 et RFI, même s'ils donnent à voir à l'autre bout du monde une part de la France, et notamment de sa vision, vos médias ne portent pas la voix de la France explicitement. Vous bénéficiez à ce titre d'une liberté éditoriale qui est totale, mais si vous ne portez pas la voix officielle de la France, si vous ne recevez pas vos consignes du ministère de la Culture, ni même du Quai d'Orsay, vous êtes pour autant financé à hauteur de 273 millions, près de 300 millions chaque année par le contribuable français. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous garantir que cette indépendance éditoriale vous permet aujourd'hui de contribuer le plus efficacement possible aussi à la promotion de ce qu'on pourrait appeler un soft power français ? Merci pour votre question, monsieur le rapporteur. Oui, en effet, je continue à redire que notre influence, c'est notre indépendance, parce que notre indépendance garantit notre crédibilité. D'ailleurs, le cahier des charges nous demande de respecter et demande à notre actionnaire, l'État, de le respecter. Et pourtant, nous portons en effet la France, peut-être sa conscience profonde dans sa diversité, sa spécificité, sa singularité. Et j'en veux pour preuve, quand le Mali, quand le Niger, quand le Burkina Faso décident d'avoir comme bouc émissaire la France, ils nous coupent immédiatement, la Russie aussi d'ailleurs. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils savent parfaitement que notre présence dans ces pays nourrit un attachement à notre pays, porte ses valeurs, porte ses savoir-faire, porte son art de vivre. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi bien ces chefs d'entreprise que ces grands cuisiniers, ces artistes, que ces politiques, parce que même si notre cahier des charges limite à 25% la part de l'actualité française, nous défile sur nos antennes l'ensemble des courants politiques français. Et la France est aimée en fait dans le monde. Elle est parfois décriée, elle est parfois attaquée, mais elle est aimée et nous contribuons. Nous ne sommes pas du tout les seuls, mais nous contribuons à cette image. Et pour autant, nous ne recevons pas d'instructions. Sinon, nous perdrions cette crédibilité et donc nous n'aurions pas cette audience et cette confiance du public dans nos médias. Je vous remercie pour votre réponse. Si je vous ai posé la question, c'est que cette indépendance, d'une certaine façon, de la ligne éditoriale de France 24, a déjà donné lieu par le passé à la diffusion de discours qu'on peut qualifier de profondément anti-français. Je vais vous donner deux exemples. Ils concernent, vous l'avez dit, le Niger, où en juillet 2023, une junte militaire anti-française est soutenue en sous-main par la Russie à renverser le gouvernement en place. Premier exemple, le 21 août 2023, France 24 interviewait l'organisateur d'une manifestation pro-junte à Niamey avec cette question. Votre principale demande, c'est le départ des troupes françaises. Pourquoi ? Le deuxième exemple, c'est le 4 septembre 2023, où France 24 a couvert une autre manifestation avec cet intitulé « Niger, nouvelle manifestation pour réclamer le départ des soldats français », fin de la citation. Et on y entendait, dans le cadre de ce reportage, une manifestante expliquer en Mondovision, je la cite, « Le pays c'est pour nous, on n'a pas besoin des Français », fin de la citation. Ma question donc est assez simple, mais alors qu'il y a à peu près 60% de la population d'Afrique francophone qui écoute ou qui regarde chaque jour, chaque semaine, RFI ou France 24, comment est-ce que vous expliquez qu'il puisse y avoir des discours anti-français qui contreviennent aux intérêts vitaux et stratégiques de l'État français, qui soient tenus et qui soient diffusés sur votre antenne, au risque d'ailleurs de servir une forme, de favoriser une contagion, de servir des intérêts français, des intérêts étrangers, profondément hostiles à l'égard de notre pays. Il y a l'indépendance et il y a aussi le pluralisme et la contradiction. Donc nos antennes ne peuvent pas être monocouleurs. C'est ainsi, par exemple, que le rapport du Sénat sur les ingérences étrangères qui nous a auditionnés a conclu que nous devions être, au fond, le miroir inversé de Russia Today et autres Sputnik ou médias chinois. Donc, nous n'occultons pas ceux qui ne pensent pas comme la France, mais nous portons la contradiction. Nous rapportons des faits, ce qui est le rôle d'un journaliste, rapporter ce qui se passe, éclairer l'opinion sur ce qui se passe, mais apporter la contradiction. Et cette couverture du Niger a laissé une très grande part à l'analyse française,
à nos soldats, aux chefs d'état-major, aux porte-parole de l'armée. Par exemple, au Burkina Faso, pour parler du Niger, il y a eu aussi un autre coup d'État au Burkina Faso. Quand la foule marche sur l'ambassade de France en hurlant que le président renversé est caché par l'ambassade de France, eh bien c'est RFI qui décroche le téléphone, appelle le capitaine Traoré qui faisait le coup d'État et lui fait dire en direct que non, c'est lui qui détient le président, qu'il n'est pas à l'ambassade de France, et nous faisons stopper la manifestation. Quand les Maliens essayent de faire croire, les Russes plus exactement, que derrière le retrait des troupes françaises au Mali, il y a des charniers, que grâce à un drone de l'armée, mais qui capte aussi le son, on voit les supplétifs russes, c'est-à-dire Wagner, les légionnaires de Wagner, avec des soldats maliens, traîner des cadavres pour les enterrer derrière le camp français et faire croire qu'il y avait un charnier en disant n'enfonce pas trop, il faut que ça se voit. Ils parlent russe et ils parlent mandinkan, mais nous avons des rédactions en russe et en mandinkan. Et non seulement nous prenons ces images, mais nous traduisons ce qui se dit et nous faisons des articles sur RFI et France 24 qui écrabouillent la tentative de manipulation des Maliens. Donc je crois qu'il faut, peut-être qu'il nous arrive, peut-être qu'il y a des erreurs qui sont commises et nous sommes les premiers à être prêts à les rectifier. Mais je crois qu'il ne faut pas occulter toutes les fois où c'est le contraire qui se produit et où nous rétablissons la vérité, mais le pluralisme fait partie de notre cahier des charges et de nos missions. Je vous remercie pour vos réponses. On a parlé donc de cette indépendance éditoriale qui vous caractérise par rapport à d'autres concurrents étrangers, du fait que France 24 ne portait pas officiellement la voix de la France, en tout cas du gouvernement français, dans ses intérêts à l'étranger, que toutes les opinions, y compris divergentes, pouvaient s'exprimer. Vous avez l'air d'y tenir, vous parlez de pluralisme, mais je me permets d'insister, parce qu'il y a un certain nombre, notamment de reportages, de paroles qui ont été données, parfaitement contraires et même hostiles aux intérêts stratégiques français, qui, selon moi, n'auraient pas leur place à l'antenne. Je vais vous donner un exemple, c'est en octobre 2024. L'un de vos journalistes, William Nasser, a interviewé Ahmadou Koufa. Alors Ahmadou Koufa, c'est pas simplement l'expression d'une opinion divergente de celle de la France, c'est le chef d'un groupe djihadiste. C'est le chef d'un groupe djihadiste parfaitement meurtrier, Katiba Masina du Djinn, qui est affilié à Al-Qaïda. C'est l'un de nos adversaires les plus farouches, les plus féroces, qui sévit notamment au Sahel. Alors je note tout de même que vous précisez, pour être totalement objectif, je vous cite, « Pour ne pas relayer la propagande djihadiste, RFI ne diffuse pas, mais on rapporte ici les principaux enseignements. » Fin de la citation, mais malgré tout, est-ce que vous trouvez normal que des journalistes du service public, payés à hauteur, je prends le groupe de 300 millions d'euros, près de 300 millions d'euros chaque année, donnent la parole au chef, au responsable d'un groupe djihadiste qui attaque chaque jour nos intérêts stratégiques? Est-ce que c'est notre rôle à nous de financer ça? Alors, monsieur le rapporteur, il s'agit de Wassim Nasr, qui est journaliste spécialiste des questions djihadistes, qu'un certain nombre de parlementaires connaissent d'ailleurs, puisqu'il est très régulièrement auditionné ici même à l'Assemblée nationale, tant son expertise est reconnue. D'abord, je voudrais rectifier quelque chose. Il n'a pas fait une interview de ce djihadiste, de ce chef djihadiste. Il a envoyé une vingtaine de questions à ce chef djihadiste par écrit, donc il ne s'agit pas d'une interview, et on lui a répondu par écrit. Il n'a pas retranscrit mot à mot les réponses du chef djihadiste, mais il a fait une chronique où il a contextualisé et remis en perspective les réponses de ce chef djihadiste. Donc on ne lui a pas donné la parole, il a eu des informations, et à partir de ces informations, il a fait une chronique en relatant donc les faits, en recontextualisant pour donner des clés de compréhension à nos audiences pour bien comprendre la situation au Sahel. Parce que pour comprendre des conflits, et ça je pense que c'est très important de le comprendre, il faut entendre toutes les parties qui sont dans des conflits, pour bien saisir un conflit. Pour autant, on ne lui a pas donné la parole sur les antennes de France 24. Je vous remercie pour vos réponses. Madame Burgraff, vous insistez sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une interview, vous l'avez répété à plusieurs reprises, ce n'est pas une interview. Quand je lis le chapeau de l'article, le chapeau dit, c'est la première fois, je cite le chapeau, c'est la première fois qu'il répond à une interview
c'est votre chapeau. 2 points, après 2 années de tractation, Ahmadoun Koufa, chef de la Katiba Massina du djinn, lié à Al-Qaïda, a accepté de répondre aux questions de Wassim Nasser, journaliste à France 24 et spécialiste des groupes armés. Est-ce que, honnêtement, vous trouvez normal, donc là, vous voyez que même vous-même, vos équipes, vos services expliquent que c'est une interview, est-ce que vous trouvez normal que l'argent du contribuable, l'argent des Français, contribue à 2 ans d'efforts pour aller donner la parole et pour aller recueillir les impressions d'un chef djihadiste sanguinaire sur les antennes du service public? Et je le rappelle, l'article que vous avez publié, sur les sites en tout cas du service public, donc l'article intitulé « Russie au Sahel, exaction du JNIM, projet d'expansion, les réponses du chef djihadiste Ahmadoun Koufa ». Donc les réponses du chef djihadiste Ahmadoun Koufa, c'est une forme de tribune aussi qui lui est donnée, c'est une interview, de toute façon, c'est le chapeau de l'article qui l'explique. Est-ce que vraiment vous pensez que les Français veulent continuer à payer pour ça? Est-ce que c'est le rôle aussi de vos chaînes et de vos sites internet de donner la parole à de tels groupes djihadistes? J'insiste, une fois encore, ce n'était pas une interview. En effet, il y a eu un sujet, je le redis, il y a eu un sujet, en effet, sur le chapeau. Oui, mais vous avez raison de le dire. Il y a eu un sujet, en fait, sur le chapeau. C'était une erreur que nous avons d'ailleurs ensuite rectifiée parce qu'il était inscrit sur le site de France 24 que c'était une interview, alors qu'il ne s'agissait pas d'une interview, et on a demandé à ce que le rectificatif soit fait. Voilà. Mais une fois encore, je le redis, pour comprendre des conflits, il faut parfois parler, pas donner la parole, mais parler avec des gens qui nécessairement ne partagent pas nos valeurs. Vous savez, Hubert Védrine disait qu'en diplomatie, ce n'est pas uniquement parler avec ses amis, mais c'est parfois aussi parler avec des personnages monstrueux. Ben, c'est ça aussi le journalisme. C'est parfois parler avec des gens qui ne partagent pas nos valeurs, mais pour comprendre, une fois encore, un conflit, il faut pouvoir entendre toutes les parties. Et je le redis, Wassim Nasr est aujourd'hui un journaliste très reconnu sur la question djihadiste. Il est régulièrement interrogé par les parlementaires. Il est récemment, il était encore interrogé aux Nations Unies par Antonio Guterres sur ces questions-là. Voilà, je crois qu'il apporte aussi à la France, peut-être aussi des informations sur ce qui se passe à nos audiences, des analyses sur ce qui se passe dans la région du Sahel. Merci pour vos réponses. Je voudrais vous poser une question à laquelle je pense vous vous attendez, parce que elle a suscité un émoi, et même plus qu'un émoi, une indignation évidente auprès de beaucoup de Français. Le 25 juillet 2025, le collaborateur de France 24 à Gaza, Fadi Ossam, qui était en charge de couvrir la bande de Gaza pour France 24 depuis 9 ans, a été rapatrié en France. Le 30 juillet 2025, France 24 lui a même consacré une interview. Quelques jours après, le média en ligne Les Surligneurs a rapporté que ce collaborateur palestinien de votre chaîne, payé par nos impôts, à Gaza, aurait tenu des propos antisémites sur les réseaux sociaux en 2014. Il aurait appelé, je cite, à tuer, à brûler les juifs comme l'a fait Hitler. Je vais le citer encore, je suis pour tuer les juifs comme Hitler. Les juifs sont des fils de chiens, que Dieu bénisse Hitler. Fin des citations, mais il y en a d'autres. Ces déclarations ont été exhumées en 2022, ont même poussé, et c'est bien normal, le New York Times à suspendre sa collaboration avec ce journaliste. Visiblement, ce n'est pas le cas de France 24. En tout cas, on n'a pas entendu la moindre déclaration de votre part, alors que vous avez eu un certain nombre de saisines depuis, resté sans réponse. On a même le média en ligne Les Surligneurs qui a révélé ces informations-là, qui a expliqué que vous n'avez pas souhaité répondre à ce média. Quelle est aujourd'hui la situation de cet ancien, peut-être, ou en tout cas de ce collaborateur de France 24 qui a été payé par nos impôts? Quelle est aujourd'hui sa situation vis-à-vis de France 24? Alors tout d'abord, une première chose, Fadi Hanouna n'a jamais été salarié de France 24. Fadi Hanouna n'a jamais travaillé dans les locaux de France 24, comme j'ai pu le lire ici et là sur les réseaux sociaux. Fadi Hanouna était le fixeur de France 24, tout comme il était le fixeur du Figaro et de LCI. Il était le fixeur pour ces 3 médias français. Je voudrais quand même vous rappeler ce qu'est un fixeur. Un fixeur, c'est pas un journaliste. Un fixeur, c'est un facilitateur sur le terrain qui aide nos correspondants, nos envoyés spéciaux à trouver un chauffeur, à organiser des rendez-vous, mais en aucun cas, il ne produit des contenus. En mai 2025, le Figaro, puisqu'il était le fixeur aussi du Figaro, nous a proposé, à nous et à LCI, de sortir Fadi Hanouna de la bande de Gaza avec son frère Tarek qui avait été grièvement blessé. Le tweet que vous citez
nous n'en avions pas connaissance à ce moment-là pour une raison très simple, c'est que ce tweet, il l'avait effacé, qui remontait à il y a 12 ans, il l'avait effacé et l'enquête réputationnelle qu'on avait faite ne montrait aucun signe d'antisémitisme. Au contraire. Il a dénoncé, et vous pouvez le retrouver sur l'ensemble de ses réseaux sociaux, les attaques terroristes du 7 octobre. Il les a dénoncées. Il a dénoncé, durant les 2 ans de la guerre entre Israël et le Hamas, il a dénoncé les actions du Hamas à Gaza et au péril de sa vie. Il a pris des risques. Et ça aussi, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux de Fadi Hanouna. Donc on a décidé de le sortir de la bande de Gaza avec le Figaro et avec LCI. Parce qu'à ce moment-là, nous n'avions pas connaissance de ce tweet. Voilà, donc Fadi Hanouna n'est pas le dangereux terroriste salarié de France 24. Il n'a jamais été salarié à France 24. Il a fait un tweet il y a 12 ans, c'est vrai, et je tiens à dire, un tweet que nous condamnons, parce que c'est contraire à toutes nos valeurs. Toutes nos valeurs. Merci. Merci, madame. Merci, monsieur le président. Vous avez expliqué que vous n'aviez pas connaissance de ce tweet. Je vous fais confiance, évidemment, même si ces tweets avaient été exprimés, je crois, en 2022, donc bien avant d'ailleurs que vous ayez cette collaboration avec ce monsieur. Certes, il n'était pas salarié, mais j'imagine qu'il a été rémunéré pour son rôle de fixeur. Vous expliquez qu'il n'y avait aucun antisémitisme. Au contraire, vous dites même, quand on voit les tweets de ce monsieur, je pense qu'on peut en douter. Je suis pour tuer les juifs comme Hitler, les juifs sont des fils de chiens. Oui, mais de là à dire qu'il n'y avait aucun témoignage d'antisémitisme, au contraire... Bon, ça laisse un peu songeur. Et mon dernier point, et Madame Burglar, mon dernier point, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogeaient sur le silence officiel de la chaîne, qui ne comprenaient pas et qui n'avaient pas l'information si ce monsieur continuait à collaborer ou pas avec la chaîne, là où par exemple le New York Times a été assez explicite. Le jour où ils ont eu connaissance de ces propos, ils ont communiqué officiellement sur le fait qu'ils arrêtaient toute collaboration. Si je vous pose la question, c'est parce que même nous, on ne savait pas, aujourd'hui, des mois après que les faits ont été révélés, si ce monsieur continuait à travailler ou pas pour vous. Donc il y aurait pu, à minima, avoir une communication officielle de votre part dénonçant ces faits, dénonçant ces propos. On a attendu une commission d'enquête et que vous prêtiez serment pour en avoir la confirmation officielle. Donc c'est aussi toute la raison de ma question, et c'est ce qui a pu émouvoir, ce qui a pu aussi vous valoir un certain nombre de sollicitations sur les réseaux sociaux, auxquelles vous l'avez rappelé, vous n'avez pas répondu, mais vous avez répondu à un certain nombre de députés. Nous avons pour politique de ne pas polémiquer sur les réseaux sociaux quand nous sommes saisis, parce que ça pourrait être... Vous savez, on a même une entreprise de modération, tellement c'est énorme quand vous couvrez le monde en 21 langues. Et donc, notre politique, c'est de ne pas rétorquer sur les réseaux sociaux. On n'a même pas eu l'idée de faire sur notre site parce que c'était tellement incroyable. C'était le fixeur à titre principal du Figaro qui s'était adressé à nous parce que, estimant qu'on était capé en matière internationale, on aurait des facilités pour le sortir. Donc, vraiment, on n'a même pas pensé qu'il puisse y avoir le moindre crédit. Et on a répondu, encore une fois, à tous ceux qui ont eu pas toujours la courtoisie de nous écrire, mais au moins de publier une lettre sur les réseaux sur laquelle nous avons pu nous appuyer pour répondre. Mais nous ne répondons pas sur les réseaux sociaux. Merci de vos précisions. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.